Le lendemain, nous apprenons le 5 février qu'un commando de la mort, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, un commando de la mort, s'est rendu à Impo, a fait usage des armes. Imaginez-vous la gravité de ce phénomène, des armes de guerre, ce qui n'est jamais vu intervenir dans le royaume. Un peuple si pacifique. Vous voyez que le royaume n'a pas d'armée. L'armée royale est uniquement sacrale. Ce sont les Nkira qui protègent le royaume. C'est pour la première fois. Et là-dessus, le résident d'Impo lui-même s'est exprimé. Il a expliqué les faits. Le commando est connu. Le commanditaire est connu. Bonjour, Monsieur Opiel Ebiatsa. Vous êtes historien et membre du collectif des Amis du Royaume Téké. Avec vous, nous allons revenir sur la crise que traverse le Royaume Téké depuis la disparition du 17e Makoko, Auguste Gempio. Depuis là, le royaume a deux rois. Le premier qui a été installé par quelques membres du gouvernement congolais, Michel Ganari Salou, et le second qui a été attrapé le 10 décembre dernier au village Impu. Il s'agit de Narcisse Ndambwala. Quelle est la procédure légale entre les deux pour accéder, bien entendu, au trône? Bonjour, Christian Perret, merci de me recevoir sur votre antenne et de me donner la parole pour essayer de voir un peu plus clair dans cette affaire. Vous avez dit tout à l'heure que le royaume Téké a deux rois. Je ne dirais pas cela. Je dis qu'il y a deux prétendants au trône, parce que le trône royal aujourd'hui est vide. Donc, il n'y a pas encore un roi. Il n'y a ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas encore de roi. C'est cela. Voilà. Ils sont prétendants à ce trône-là parce que, vous avez bien dit, il y a un qui a Ngabé, comme en résidence surveillée, il faut le dire, et il y a un autre qui a Impo, mais le siège du royaume est à Mbé. À Mbé, tout est vide. Alors, celui de Ngambé, vous avez dit, celui de Ngabé a été nommé par le gouvernement. Le gouvernement, que l'on sache, nomme les chefs de village. Ont-ils voulu en faire un chef de terre? Qui nous le disent clairement. C'est en réplique à cela que les dignitaires légaux ont décidé d'aller, comme on le dit dans le jargon téké, attraper un deuxième qui est à Impo. Donc cette crise cherche une solution entre les deux, ou pourquoi pas, il faut dire les choses comme elles se présentent à nous, pourquoi pas un troisième larron. Et quelle est donc la procédure normale? La procédure normale est toute simple. Nous avons dans le royaume Téké ce qu'on appelle un collège électoral qui est composé de 3 dignitaires principaux qui sont Ngalion, qui est le premier vassal, c'est le maître des cérémonies, Mwangao, qui est son officier d'ordonnance, celui qu'il délègue pour aller attraper les rois, et Nganzion, le troisième, qui est celui qui habille le roi d'un châle rouge. Donc, lorsque Ngalion, après une enquête prolongée et approfondie, trouve dans les 6 familles d'origine que telle personne est susceptible de devenir roi, il demande à Mwangao d'aller lui attraper cette personne-là. Mwangao va, l'attrape, la lui ramène. Et la personne attrapée va rester comme ça, presque séquestrée dans un endroit secret pendant un certain nombre de jours. Et à cet endroit-là, dans l'ancien temps, il était maltraité, ce qui faisait d'ailleurs que tout le monde n'acceptait pas de devenir roi. Il était maltraité. Et c'est après quelques jours que Nganzion vient et couvre le pressenti du châle rouge. Et là, à partir de ce moment, il devient un candidat, entre guillemets, possible. On va le présenter à Ngan Sibi. Ngan Sibi qui est la personne détentatrice des valeurs culturelles et sacrales liées au Nkwembali. Et cette personne aujourd'hui, on l'appelle reine. Et c'est elle qui présente la personne pressentie au Nkwembali.
Et à cet effet, on dit en milieu Téké que Nkwembali a enfin, parce que c'est un esprit hermaphrodite, ils disent enfin Nkwembali a un mari et il a accepté. À partir de ce moment-là, vont s'engager des cérémonies qui vont aller du port des bracelets au repas communuel et à l'arrivée de l'eau sacrée au palais. Tant que ces trois moments, ces principaux moments ne sont pas vécus, personne ne peut se dire que je suis roi. Merci beaucoup, Monsieur Opiel. Nous allons revenir sur les détails et soyez donc le bienvenu sur notre plateau, le plateau de Droit de Savoir. Bienvenue à vous aussi, fidèles téléspectateurs. Merci d'être avec nous sur Teler TV. Et moi, c'est Christian Perrin. Alors, je reviens donc à vous, Monsieur Opiel. Tout à l'heure, vous nous avez donné une esquisse, j'allais dire, de comment procéder ou comment nommer un nouveau roi, comment l'attraper. Dans mon introduction, je disais que vous étiez membre du collectif des Amis du Royaume Téké. Est-ce qu'on peut en parler d'abord, avant de continuer avec notre sujet? Oui, bien sûr. Le collectif des Amis du Royaume Téké est en fait l'aboutissement d'une organisation qui a commencé juste à la mort du roi Guimpio. À la mort du roi Guimpio, un certain groupe d'amis avec lesquels nous nous sommes entendus avons mis en place une commission ad hoc pour les obsèques du roi. Bien. Une fois ces obsèques terminées, nous nous sommes posé la question, mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin alors que le royaume est en train de mourir? On a vu comment, lors des obsèques, dans quel état nous était présentée la cité royale de Mbé, une cité à l'abandon, une cité presque méprisée, un palais qui n'existe pas. Donc nous nous sommes dit, pourquoi ne pas se mettre ensemble et chercher à redonner à ce royaume son aura d'antan en procédant à la revalorisation de certains édifices et à la création de nouveaux. Voilà l'objet principal de ce collectif qui, pour signaler au passage, est apolitique. Un collectif apolitique, pourtant, selon certaines indiscrétions, on nous dirait que vous feriez la politique parce que il y a un de vos amis ou parents, je ne sais pas s'il est membre aussi du collectif, Monsieur Rodez Ompou, qui a été à un moment donné accusé de préparer des troubles à Brazzaville, se servant bien entendu de votre collectif. Oh, ça, ce sont des affabulations. Et cela relève effectivement de l'instrumentalisation du royaume. Ce monsieur dont vous parlez, nous ne le connaissons pas dans le collectif. Nous le connaissons comme nous connaissons tant d'autres qui parlent de la crise qui secoue le royaume. Et puisque nous avons un rôle quelque peu à jouer dans cette crise-là, il est intéressant que nous nous intéressions aux uns et aux autres. Monsieur Ompou, pour ne pas le citer, n'est pas notre ami dans le combat. Et moi, je crois que tout ce que l'on dit de la politique, ce n'est qu'une simple instrumentalisation du royaume. Il n'y a aucun fond de vérité là-dedans. Et donc, c'était là les allégations mensongères, parce qu'il y a eu une déclaration comme ça, un certain monsieur Nsalou qui a eu à parler, qui a fait un audio, je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais qui a dit tout un tas de choses. Là n'est pas notre sujet aujourd'hui. Alors, monsieur Opiel, on va donc revenir sur le royaume Téké. J'ai dit tout à l'heure, le royaume a frôlé un drame le 5 février dernier. Je crois que vous êtes informé, puisque vous êtes un collectif qui travaille pour le royaume Téké. Que s'est-il passé exactement avec ces tentatives d'assassinat du, j'allais dire entre guillemets, le roi Narcisse Ngabwala à Inpo? Bon, nous avons suivi, comme tous les autres, ce qui s'est dit dans telle ou telle déclaration, mais ce qui est vrai, c'est que le 5 février est l'aboutissement quand même d'un certain nombre d'intimidations. Pour remonter un peu plus loin, tout a commencé par l'envoi d'une mission de brigands qui sont allés sur la route du Nord, dans les villages entre Nsa et Ngo,
pour décrocher les effigies, plutôt, oui, les effigies des banderoles à l'effigie du pressenti d'impôt. Puis, ils se sont déversés sur Brazzaville pour les mêmes opérations. Et après ça, s'en sont suivies des déclarations incendiaires, parmi celles d'ailleurs dont vous parliez, où on démontrait faussement qu'il y avait une tentative de putsch contre l'État congolais, organisée par M. qui je ne sais, avec des partenaires à l'étranger. Et le collectif des Amis du Royaume a pris acte de cela et a écrit, c'est sa dernière lettre d'ailleurs, a écrit une lettre à ceux qui se présentent comme étant les porte-paroles de ces deux camps pour les inviter à assister à une réunion avec eux et pour leur dire d'amorcer la désescalade. Trop de noms d'oiseaux se sont envolés, le fossé s'est creusé, il fallait qu'à un moment donné, on arrive à nous parler. Cette lettre est partie. Le lendemain, nous apprenons le 5 février qu'un commando de la mort, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, un commando de la mort, s'est rendu à Impôt, a fait usage des armes. Imaginez-vous la gravité de ce phénomène. Pour un peuple téké qui est reconnu très pacifique. A fait usage des armes de guerre, c'est ça. Des armes de guerre, ce qui n'est jamais vu intervenir dans le royaume. Un peuple si pacifique. Vous voyez que le royaume n'a pas d'armée. L'armée royale est uniquement sacrale. Ce sont les Nkira qui protègent le royaume. C'est pour la première fois. Et là-dessus, le résident d'Impo lui-même s'est exprimé. Il a expliqué les faits. Le commando est connu. Le commanditaire est connu. Ah ben c'est très intéressant parce qu'après, évidemment, ce petit forfait qui a manqué d'ailleurs, dans leur fuite, ils ont abandonné, c'est ce que nous avons appris, ils ont abandonné leur véhicule qui était un BJ. L'immatriculation étant connue, il y a eu également une note de mission qu'on a dû retrouver dans ces documents. Est-ce qu'on peut être un peu beaucoup plus précis? Puisque vous dites les commanditaires sont connus, c'est qui exactement? Bon, je ne peux pas citer des noms parce que nous recevons comme vous et moi, ce que l'on entend des diverses déclarations, et puis de deux, puisque l'affaire a été officiellement remise à la discrétion du chef de l'État. Donc, semble-t-il que pour le moment, une enquête est ouverte. Mais n'oublions pas de mentionner que demain ou dans quelques jours, nous sommes le 5 et ça fera un mois. L'enquête dure. Bon. Oui, l'enquête dure parce qu'à un moment donné, il faut nommer les choses. Mais nous avons reçu tout de même une copie de la note de mission signée par le général, je ne sais pas s'il est général, Florent Tiba. Vous avez eu cette information, vous aussi? Non, cette mission, la mission du général dont vous parlez, n'est pas relative à ce commando. Cette mission est celle qui a été dépêché sur la route du Nord et dans Brazzaville même pour vandaliser. Pour arracher les effigies. Voilà, c'est cette mission-là. Et les gens, bon, on a vu dans les réseaux sociaux, les gens sont nommés, ils sont connus. Et donc, alors, à la date d'aujourd'hui, au moment où nous tournons notre émission, comment va donc Narcisse Ngambouala? Il va bien? Je ne peux pas vous dire parce que nous ne sommes pas en relation avec lui. Nous n'avons plus dans les sources autorisées dans les réseaux sociaux que nous parcourons tous, il n'y a pratiquement plus de nouvelles de ce côté-là, ni de l'un ni de l'autre, ni de l'un ni de l'autre. Alors aujourd'hui, disons-nous donc, il y a deux rois qui trônent sur le royaume téké. Est-ce que c'est la première situation, la première crise du genre que vous gérez? Non. De cette nature? Malheureusement non. En 2004, à la mort du roi Ngouayoulou, il y a eu une crise d'usurpation semblable à celle-ci. Le gouvernement à l'époque a tenté de nommer son roi. Et je vais vous surprendre, les acteurs étaient les mêmes que ceux de cette crise d'aujourd'hui. Mais hier, ils luttaient pour la légalité. Aujourd'hui, les mêmes nous encensent l'illégalité. Et pourquoi cet acharnement? Pourquoi cet acharnement? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'ils recherchent selon vous? Ben, écoutez, moi je crois que le royaume est devenu une marchandise. Ça, il faut le dire.
Pourquoi? Et ceux qui croient détenir une autorité se disent qu'ils sont propriétaires du royaume. Le royaume n'est pas une propriété privée. Ce qui peut être privé, c'est ce que nous appelons chez nous l'onkobi. Le Kobi, c'est quoi, évidemment, pour l'intérêt de nos téléspectateurs? C'est quoi le Kobi? L'onkobi, c'est la représentation matérielle d'une province sacrale, telle que le royaume Téké en comptait 12. Donc, le chef de chaque Nkobi est un représentant d'une ancienne famille. Ça, c'est leur propriété privée. Avec tous les pouvoirs mystiques, c'est cela? C'est cela. Mais les 12 Nkobi réunis forment le royaume. Et ça devient quelque chose de public. Oui, une grande puissance de public qui n'existe pas sans les sujets. Faut-il le rappeler? Ça n'existe pas sans les sujets. Alors, donc, pour revenir à votre question, qu'est-ce qui motive tout cela? Je disais que le royaume est devenu une marchandise. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je prendrai seulement un exemple. Nous avons tous vécu, eux, ils ont vécu le régime, les 17 ans de règne du roi Gentu. Et là, ils ont intégré et appris une chose, c'est que être roi, c'est travailler pour soi et pour ses proches. Tant pis pour les sujets. Donc, il y a ce que le roi reçoit, pas publiquement, reçoit je ne sais par quel canal. Vous voulez parler des dons, c'est ça? Des dons, voilà. Il le reçoit en privé. En privé. Donc, si le roi meurt, rien ne revient à la cour. C'est sa famille qui en fait un héritage. Et c'est ça que j'appelle la marchandisation. Parce que chacun désormais sait que si je suis roi, je vais profiter de tous ces dons, et pour moi, et pour ma famille. Voilà en fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que les autres ont bien compris la manœuvre. Que se passe-t-il? Je vais vous dire, là, je me demande, le gouvernement, comment est-ce qu'il a pu se jeter dans cette affaire-là, le gouvernement? Est-ce que c'est par ignorance des règles d'accession au trône royal que nous avons énumérées? Ce que je ne crois pas, parce que dans ce gouvernement, il y a des Téké qui sont censés connaître ces règles. Et cette désignation du résident de Ngabé a été précédée d'une série de réunions au cours desquelles les grands dignitaires légaux ont énoncé, réénoncé au Premier ministre les modalités du choix d'un roi. Ça, c'est une chose. La deuxième hypothèse, est-ce que c'est parce que la République, en conclusion de la conférence nationale souveraine, a restauré le royaume et s'en accommode peu? Je voulais dire par là, est-ce une volonté politique de déstabiliser une communauté, la communauté Téké, qui, comme toutes les autres de notre pays, mérite la protection de l'État? Dans quel but? Dans le but de revenir en arrière et de s'aborder les conclusions de la conférence nationale souveraine. Je ne pense pas, parce que la restauration du royaume Téké et de l'autorité traditionnelle sont aujourd'hui inscrites dans la loi fondamentale du pays. Bon, vous me direz, qu'est-ce que c'est que la loi fondamentale? C'est vrai. On y reviendra peut-être, mais vous avez dit tout à l'heure que tout ce que le roi reçoit est privé, c'est à lui. Et il peut en faire ce qu'il veut. En retour, il y a quoi? En échange de ce qu'il lui donne, ça, c'est quoi? Parce qu'apparemment, c'est à ce niveau que, probablement que le gouvernement s'intéresse au nouveau roi, entre guillemets. Vous avez dit c'est des prétendants. Oui, on a beau lui donner ce qu'on peut lui donner, c'est à lui, mais en retour, il y a quoi? En échange, il y a quoi? En échange, il y a cette espèce de croyance naïve. Celui qui vient donner espère
en recevant du roi un morceau de tissu rouge, ou bien un petit balai ou un morceau de raffia, il croit avoir eu une parcelle d'autorité. Non, Il aucun sera doté pouvoir. des pouvoirs, c'est cela? Voilà, le pouvoir sacral ne se transmet pas comme ça. C'est Les par la pouvoirs de naissance. Kwembali, c'est ce que vous voulez nous dire. Ça ne se C'est ça. transmet pas comme ça. Non, c'est par sa naissance. On est de ce pouvoir ou on ne l'est pas. Et puis en plus, je vais vous dire une chose. Moi, je pense que pour ceux qui... Parce que n'y va pas n'importe qui. Moi, je ne peux pas prétendre aller voir le roi et lui apporter quoi. Il faut que j'ai d'abord des moyens. Donc, ce sont ceux qui ont des moyens. Donc, disons-le clairement, ceux qui ont une position sociale et politique qui y vont. Et c'est pour ça que je dis, est-ce que le gouvernement ne s'est pas naïvement embarqué dans cette affaire dans un but simple? Parce que tout Téké, aujourd'hui, qui veut devenir une voix importante de sa communauté, cherche un allié. Et cet allié, c'est le roi, de par l'emprise morale que ce dernier a sur sa communauté. D'ailleurs, plusieurs éléments en témoignent. Regardez, qu'est-ce qu'on va envoyer une mission de quelques 5 brigands aller déchirer des banderoles? Qu'est-ce qu'on va aller demander à des populations, auxquelles d'ailleurs je m'adresse en leur disant, les populations de certaines cités de chez nous, ils ne sont pas en train d'élire un député. Les dignitaires sont en train de vouloir leur donner un roi. Et qu'ils le sachent une fois pour toutes, les sujets du roi ne sont en rien concernés dans cette affaire. Donc, cette instrumentalisation de la population qui dit « Ah, moi j'ai choisi un tel », mais vous n'avez pas à choisir, ce n'est pas vous qui choisissez. Ce sont les grands dignitaires qui vous donnent un roi. Et quand les grands dignitaires vous le donnent, vous l'acceptez. Voilà. Et alors, mais si l'on va jusqu'à tous ces éléments concourent à un fait, c'est que la communauté Téké est Christian Perrin orpheline depuis de très bonnes années. Il lui manque une voix pour porter ses doléances. Les grandes voix se sont éteintes depuis très longtemps. Et ça ne se remplace pas? Mais justement, c'est cette succession qui fait qu'aujourd'hui, nous en arrivons là. Alors, donc, on peut revenir là-dessus, puisque vous êtes historien. Essayez un peu de nous expliquer comment ça se passe et comment ça se remplace. Mais ça ne se remplace pas. On devient un membre protecteur de sa communauté par son charisme personnel, parce qu'on a fait dans le passé. On a connu des grandes voix comme ça. Je ne veux pas les citer pour ne pas blesser certaines susceptibilités. Non, mais pour l'histoire et pour ceux qui nous suivent, c'est quand même important. C'est quand Ben, même, pour l'histoire, nous parlons du royaume Téké. Et ce bon, n'est pas. on a connu des personnalités comme David Charles Ganao, qui a été une grande personnalité, presque le patriarche de tout le peuple Téké. On en a connu encore des gens comme Lambert Ngalibali, par exemple. Mais ces gens se sont imposés par leur charisme personnel et parce qu'ils ont fabriqué. Donc, ils n'avaient pas le concours du royaume? Ah ben, j'allais dire le concours mystique. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Ils n'avaient pas tenté d'aller soudoyer le roi pour devenir ce qu'ils étaient devenus. Or, notre problème aujourd'hui, c'est celui-là. Ceux qui veulent, et Dieu seul sait, nous sommes nombreux, moi y compris peut-être, ceux qui veulent avoir une certaine voix prépondérante dans la communauté, mais hélas, qui manque de charisme, cherchent un allié. Et cet allié indiscutable est le roi. Et le roi, par son emprise morale, faudrait-il encore qu'il ait cette emprise morale? Déjà. Parce que pour qu'il ait cette emprise morale, comme je vous ai dit, il faut qu'il passe par les canaux traditionnels de l'intronisation. Alors, je ne sais pas si je me trompe, mais je crois que si les gens, évidemment, s'acharnent à ce royaume, à vouloir être, entre guillemets, amis du roi ou partenaires du roi, parce qu'ils savent que le roi Téké, généralement, a beaucoup de pouvoir. Est-ce qu'on peut en parler en temps normal? Qui est-il, le roi Téké?
Vous savez, le roi Téké en temps normal est une personne exceptionnelle qui a été mise hors de sa communauté par les pouvoirs qui lui ont été conférés par le collège électoral. Composé de Ngadinou, Mwangao, Ganzion et accessoirement Gansibi. Et il y a, comme je vous disais, par exemple, une fois le choix fait, il y a le forgeron de la cour qu'on appelle Ngambion, qui doit forger les bracelets du roi, dont celui, le grand collier, qu'il porte autour du cou avec ses 12 encoches, qui sont les 12 Nkobi. Et donc, d'ailleurs, en passant, l'original est quelque part ici au nord de la Méditerranée. Et je crois c'est pas le collier, c'est pas le collier que portait la reine Ngalifuru, c'est ça? Non, que portait le roi, ouais. Et donc, d'ailleurs, c'est l'un des objectifs du CART, essayer de créer un musée pour recevoir tous ces objets du pouvoir qui sont ailleurs. Donc, je disais, ce collier est fabriqué par ce Ngambion-là, et il y a un deuxième élément, l'eau sacrée du roi. Le roi est un Mbé, mais le roi ne boit pas l'eau de Mbé. Pourquoi? Le roi boit l'eau qui est puisée aux sources de la Léfini, à près de 400 kilomètres. Et la famille qui est chargée d'aller chercher cette eau est seule. Ce sont les Ngambans. Ceux-là traversent la rivière Léfini. C'est Mampiele qui leur fait traverser la rivière. Mampiele, c'est qui déjà? Mampiele, c'est la personne qui est à la Léfini, qui est chargée de faire traverser la rivière à la famille Mbaon, qui va aller jusqu'aux sources de Léfini chercher l'eau sacrée. Et cette eau quitte là-bas. Et elle est coupée par celle de chaque rivière que le cortège traverse. Et c'est avec cette eau que l'on prépare la nourriture du roi, que le roi s'abreuve. Et si cette eau la sèche, c'est la fin du pouvoir. Bien sûr, elle est coupée, mais il faut que dans l'eau servie du roi, qu'il y ait quelques gouttes de cette eau sacrée-là. Et après, juste une question de curiosité. Et si jamais le roi se retrouvait, par exemple, ailleurs, je pense un peu en Occident, comment il va faire? Justement, le roi n'a rien à faire en Occident. Qu'est-ce qu'il va aller chercher en Occident? Et même à Brazzaville. C'est exprès que j'ai posé cette question. Aujourd'hui, des citadins. Le roi reste. Tout à fait. Le roi est le gardien du temple. Il surveille le cadran de la société. Il est l'œil et les oreilles du monde invisible. Et ça se passe dans le territoire du domaine royal. Nulle part ailleurs. J'aurais appris également que le roi avait ces pouvoirs-là de provoquer une pluie ou d'arrêter, je ne sais pas, une pluie. Tout à fait, tout à fait. Aucun soleil. Il fait ce qu'on appelle un repas communuel. Le repas communuel, c'est les grandes dignités du collège sacré, c'est dans leur seul secret, qui lui donnent à manger tous ces éléments qui le sortent du commun des mortels. La double vision, qui fait qu'il écoute ce que lui disent les ancêtres. Cette puissance qu'il fait qu'il peut commander au vent de souffler ou bien de s'arrêter, qu'il peut commander à la pluie de tomber, et la faculté de punir les sujets qui ont désobéi, par exemple, en faisant sortir des bandes de fauves, le lion ou la panthère, pour terroriser les populations. Le roi, le vrai, a cette faculté-là. Et les deux qui sont installés là, personne n'a ses pouvoirs. Ben, on n'en sait rien. On attendra qu'il nous le montre. On attendra qu'il nous le montre parce que si on a ces pouvoirs-là, diable, comment aller chercher à tuer l'autre? Comment? Et ces pouvoirs-là sont du côté de la justice, du côté de la légalité. Donc, de ces deux,
celui qui se sent légal, c'est-à-dire celui qui a eu au moins l'onction de ces trois grands dignitaires, peut en effet, oui, peut en effet avoir cette capacité-là. Et là, d'ailleurs, pardon. Apparemment, le Tousgon qui a été attrapé, je disais tout à l'heure, le 10 décembre dernier, il avait été installé par les trois dignitaires, non? Oui, il a été attrapé par les trois dignitaires. Ce n'était qu'une étape. Il y a bien d'autres étapes qui restent à franchir. Oui, il y a bien d'autres étapes, mais entre-temps, rien que cela. Ce qui complique la situation, c'est que de l'autre côté, trois autres dignitaires se sont inventés, qui se réclament tous de la même légalité. C'est ça qui complique la situation. Donc, en gros, tu n'as pas seulement dans ce royaume deux prétendants au royaume, mais l'on a 6 dignitaires. Mais les vrais, monsieur Opiel, les vrais sont connus, non? Les vrais dignitaires. Les vrais dignitaires tombent pas du ciel. Mais, ils tombent pas du ciel. Les vrais, vous savez, les dignitaires sont tous presque de la même famille. Quand vous prenez le cas, par exemple, de Nganzion, et même d'ailleurs de Nguyen, le Nguyen actuel qui est à Ngabé, c'est un Nguyen que sa famille a déchu de ses prérogatives au profit de l'actuel qui a impôt. Mais celui qui a été déchu n'accepte pas de partir. Donc vous voyez que là aussi, il y a un problème. Il faut que ces familles-là, si elles en sont capables, parce que je crois qu'elles ont perdu la réalité de leur pouvoir, si ces familles sont capables, qu'elles se retrouvent, qu'elles donnent au monde Téké à son royaume les vrais dignitaires qui sont attendus. Parce que là aussi, c'est un véritable problème. Mais dis-toi, il n'y a pas un collège arbitral, non? Ce genre de conflit. Vous savez, les conflits dans le royaume Téké avaient toujours été réglés de façon rituelle. C'est le roi, il y a un problème, qui appelle ses proches dignitaires, ils interrogent les ancêtres et l'esprit de Nkwembali et trouvent une solution. Donc, Nkwembali, c'est qui? Pendant que vous en parlez, pardon, monsieur Opiel, le Nkwembali, c'est qui? Nkwembali, c'est le grand esprit, c'est le grand génie Téké. Parce qu'au fond, vous me donnez l'occasion de dire une chose qu'on oublie, c'est que le royaume Téké, en vérité, ce n'est pas une organisation politique banale comme on en connaît. C'est une communauté de croyants. Je vais laisser le mot église à ceux qui l'utilisent, soit il y en a tellement trop. C'est une communauté de croyants dont le roi est le commandeur. Chaque Téké vous dit qu'il est un fils de Nkwembali. Nkwembali, donc, c'est le grand esprit créateur et géniteur de l'ordre moral Téké et auquel chaque Téké s'identifie et sous la protection duquel chaque Téké se trouve. Et donc, tout à l'heure, vous étiez en train de dire c'est le roi qui règle ses contentieux, les appels, et puis bon, il fait appel disons, à ses dignitaires, en consultation pour régler le problème. Là, c'est encore au niveau supérieur. Mais au bas niveau, c'est-à-dire quand le roi n'est pas là. Là, par exemple, la question se pose au niveau, disons, du trône, c'est-à-dire le roi n'est pas là, le roi est parti, comme on le dit. On a maintenant 2 rois. Il n'y a pas un dispositif prévu pour régler ce genre de contentieux, par exemple, dans le royaume Téké. Il n'y a pas un collège comme ça. Non, dans le royaume Téké, il n'y a pas ce collège-là, et c'est pour ça d'ailleurs que là, on va déjà vers l'esquisse des solutions. C'est pour ça qu'il faut, et dans une lettre que le collectif des Amis du royaume Téké avait adressée au Premier ministre le 26 décembre dernier, il demandait précisément au Premier ministre de se désengager totalement des affaires internes du royaume et de remettre le règlement de cette affaire à Nga Nsibi, la reine d'aujourd'hui, et à Ngwayulu,
le premier vassal légal. Les deux, auxquels vont s'ajouter Mwangao et Nganzion, savent trouver les solutions pour régler les problèmes, sans interférence externe. Ces 5 personnes se retrouvent et trouveront des solutions internes pour régler ce problème. Et donc, si j'ai bien compris, dans le royaume Téké, la chefferie, ce n'est pas du père au fils, non, comme ça se passe ailleurs. Elle est héréditaire dans 6 grandes familles d'origine, dans 6 grandes familles. Ce n'est pas forcément le père meurt, le fils prend, non. On peut choisir aujourd'hui. Là, par exemple, les 2 dont nous parlons, ils appartiennent à une même famille. Drôle d'affaire. Ils sont tous de la grande famille d'Inkui. Mais la différence, c'est au niveau des procédures d'accession à ce trône. C'est cela. Oui, mais diable, comment des gens qui sont d'une même famille sont incapables de s'asseoir, de s'entendre et de dire, écoutez, le plus digne, c'est celui-ci. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut que toutes ces grandes familles Téké, si elles en sont capables, nous disent qui est qui. Voilà, elles nous entretiennent la confusion. Et c'est la proposition que vous leur faites? Oui, nous leur faisons cette proposition déjà au niveau de ces 2-là qui appartiennent à une même famille. C'est vrai que celui de Ngabé a peut-être la sagesse de l'âge. Pourquoi pas? Celui d'Impo, diable, il a la fougue de la jeunesse. Et peut-être de l'innovation, qu'est-ce qu'on en sait? Mais il est à un trône qu'il n'a peut-être pas souhaité, qu'il n'a pas voulu. On l'a attrapé, ce que j'ai semblé comprendre. Ah non, mais attraper, c'est la règle normale. On attrape le roi. Et quand en fait, attrape le roi, ça nous permet d'ailleurs de revenir sur le premier, c'est-à-dire Marcel Ganari. Alors, comment ça s'est passé chez lui? Vous avez des informations là-dessus? Lui aussi, il a été attrapé dans un village, comme ça s'est fait avec l'autre? Ah non, c'est un soir, après une réunion, que le gouvernement décide de dépêcher 2 ou 3 ministres qui l'accompagnent pour aller en faire un roi. 2 ou 3 ministres qui ne sont pas, 2 ou 3 ministres qui ne sont pas du royaume. Oui, naturellement, bon, il y a un ministre du royaume, hein? Il y a un autre ministre qui n'est pas du royaume, mais qui, par sa fonction, c'est le ministre de la Culture, de par sa fonction, bon, il y va. Donc, les 3 ministres sont allés pour installer un roi. Et là, c'est une violation des règles, bien entendu, du royaume. Mais ce n'est même pas une violation, le mot est faible. Il y a quelque chose de... Mais c'est un sacrilège, s'il te plaît, c'est un sacrilège. Et vous avez là donc l'impression qu'il y a des forces extérieures qui veulent déstabiliser le royaume. C'est cela. Mais oui, c'est ce que j'ai dit. Oh, et là je le dis clairement, où l'État qui a, la République plutôt, qui a restauré le royaume, s'en accommode peu et veut revenir en arrière, auquel cas que les gens aient le courage de le dire. De 2, que le gouvernement se soit naïvement laissé embourber dans cette question, qu'ils le comprennent maintenant. Parce que l'affaire du royaume est une affaire téco-téké. Bon, mais déjà que moi, pour ma part, je ne peux peut-être pas croire que le gouvernement s'est embourbé. C'est probablement qu'ils savent ce qu'ils font, parce que vous avez dit d'ailleurs que ce n'est pas pour la première fois que le royaume Téké traverse une telle crise. Il y a eu un cas d'usurpation, on a installé un roi et la communauté Téké s'est en quelque sorte rebellée. Installé toujours par le gouvernement congolais. Par le gouvernement. Par le même mécanisme, on dépêche un ministre Téké qui accompagne un ministre de la Culture pour vous désigner un roi. On l'installe. Voilà. Mais là, fort heureusement, en 2004, il faut le dire, il y avait quelque chose de salutaire qui arrivait. Il y a eu une intervention de l'extérieur qui a pu peut-être faciliter le retour au calme.
c'est le retour des restes de Brazza. Et là, la famille de Brazza a imposé son veto. Très bien. Vous voulez du reste de Brazza? Oui. Mais les nôtres ne seront pas reçus par ce roi-là. Ils seront reçus par cet autre roi qui est le roi légal. Et il s'agit là du roi Nkimpio. Voilà comment s'est résolue cette crise de 2004. Et là aussi, c'est vrai qu'on n'a pas ce phénomène extérieur. Mais c'est comme je vous ai dit. Mais si l'État s'accommode mal du royaume Téké, comme je l'ai dit, mais qu'il ait le courage de prendre cet acte qu'ils ont pris en 70. Parce qu'imaginez-vous, ce que les gens ne comprennent pas, mais le royaume, ce n'est pas ce qu'on vous dit. Le royaume est dans la tête, dans la pensée de chaque Téké. Tiens, je vais vous donner quelque chose de très bon. Le 31 décembre, le Premier ministre sera en Gabé pour présenter ses civilités de fin d'année à la reine. Il fait venir, par la même occasion, leurs prétendants chez la reine, ce qui est déjà là aussi une violation de l'étiquette royale. Chez les Téké qui veut avoir le roi va à Mbé. Ça, c'est clair. Bien. Donc, le Premier ministre va là-bas. Après la petite fête familiale, il paraît que les rues de Ngabé ont été envahies par des nuages de papillons. Les gens, certains y ont vu quelque chose de salutaire, ah, très bien, le royaume ira bien. D'autres ont vu quelque chose plutôt de maléfique. Mais ils avaient tous oublié qu'en décembre, nous sommes à 2 mois de la fin des chenilles. Vous voyez, les chenilles qui n'ont pas pu être ramassées se sont enterrées. Ils sont devenus des... C'était donc un phénomène naturel, c'est cela? Oui, sont devenus des papillons. Et c'est pour vous dire que si vous détruisez le royaume comme tel, il renaîtra dans la pensée des gens. Parce que pour le Téké, le royaume, c'est dans sa tête. C'est la règle morale issue d'un Kwembali. Donc, ceux qui s'affairent à dire, écoutez, on va prendre un décret, on ne le prendra pas, s'amusent. À moins d'exterminer toute une communauté. Bon, ce qui n'est pas le cas, je n'irai pas jusque-là. Le génocide, là, n'est que culturel. Il faut dire les choses comme elles sont. Et donc, je disais, qu'est-ce qui fait autant peur à ce gouvernement au point de vouloir diviser ce royaume? Je sais, Christian Perrin, je ne suis pas... vous êtes historien, vous avez quelque chose à nous dire là-dessus? Oui, mais moi, je m'appuie sur... Je ne vois pas l'État congolais, parce que si aujourd'hui, vous dites que le royaume Téké fait peur, mais ce seraient toutes les autorités traditionnelles. Si aujourd'hui l'État s'engage à dire, écoutez, nous on ne veut pas de ce royaume Téké, il faudrait bien qu'on ne veuille pas du royaume de Luango. Il faudrait bien qu'on ne veuille plus des Okani, Mboshi, etc. Donc, c'est toutes ces autorités traditionnelles. Oui, mais parce que ce qui arrive au royaume Téké n'est pas nouveau. Hein, c'est déjà arrivé au royaume Luango. Nous avons assisté à ce genre de petits conflits au royaume Luango également. Voilà pourquoi je voudrais savoir pourquoi cet acharnement-là du gouvernement congolais dans les royaumes, sur les royaumes qui existent chez nous. Hier, c'était au royaume Luango, aujourd'hui, le royaume Téké. Moi, je crois qu'il faut dire les choses comme nous le pensons. La majorité des Congolais est d'une culture liberticide. Il ne faut pas... la plupart des Congolais ont été nourris au marxisme et au léninisme. La tradition de cette idéologie est de ne voir rien d'autre pousser à côté. Si c'est cette idéologie-là que les gens mettent en pratique, d'accord? Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes un État de droit. Le multipartisme s'est installé. La liberté d'expression est là. On ne fait pas ce que l'on veut, mais dans le cadre de la loi de la République, on dit ce que l'on peut. Donc, c'est une liberté constitutionnelle que
se former en un tel groupement, l'État n'a pas à y intervenir. L'État n'a pas à y intervenir. Alors, nous allons donc terminer par cette dernière question. Quelle solution proposez-vous concrètement? La solution, enfin, ce n'est pas la solution, c'est un plan de sortie de crise. Proposition, plan de sortie de crise. Oui. Nous avons une première chose, je l'ai déjà énoncé auparavant, que le gouvernement se désengage des affaires internes au royaume Téké en retirant son soutien à quelques prétendants. Ça, c'est de un. Et en remettant le plein pouvoir de faire les rois aux grands dignitaires Téké. De deux, toujours pour le gouvernement, qu'elle mette fin aux relations financières incestueuses entre les tenants du pouvoir et les autorités traditionnelles, en établissant un programme officiel de financement de la royauté. Ça, c'est de la part du gouvernement. Maintenant, de la part de ces deux-là, je disais tout à l'heure, ils sont d'une même grande famille. Ils viennent tous les deux d'Inkui, qu'ils s'asseyent. Il y a longtemps qu'ils ne se sont pas parlé. Il y a longtemps d'ailleurs que les Batékés ne se parlent plus entre eux. Qu'ils s'asseyent. Qu'ils essayent de évidemment, voir. Parce que, évidemment, là, ils ont failli en arriver au pire. Tout à fait. Ce sont les armes qui ont parlé, mais pas les hommes. Mais qu'ils se parlent, qu'ils arrivent. Et comme je disais tout à l'heure, s'ils sont incapables, parce qu'il n'y a pas, je vous ai dit, il y a 6 branches, il n'y a pas qu'une seule branche, mais les autres branches attendent, même si on ne les entend pas. S'ils ne sont pas capables, bien sûr, les grands dignitaires abandonnent leur branche et vont aller sur une autre branche et donner au Téké un roi consensuel. Et enfin, troisième piste, les grands dignitaires, les grandes familles Téké, elles sont 12, autour des 12 Nkobi, comme je disais, qu'elles s'asseyent. Parce que leur incapacité à nous dire qui est vraiment le chef nous amène dans ces situations. Qu'elles s'asseyent, qu'elles nous disent clairement, telle famille, c'est un tel, telle famille, c'est un tel. Et ces grands dignitaires ces dignitaires vont nous sortir le collège sacré royal qui va finir par nous désigner un roi. Mais aucune interférence extérieure. Et puis, Christian, si tu permets, je vais finir. Je vous en prie. Je demande à mes frères et sœurs Téké, en temps normal, vous avez toujours sollicité de mes éclairages pour telle ou telle situation relative à notre royaume. Aujourd'hui, c'est moi qui vous sollicite. Saisissez-vous de ce propos. Saisissez-vous de cet honneur que Christian Perrin vient de nous faire, d'exposer le problème. Discutez en famille. Prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur, au-delà de ce que vous pouvez vous imaginer. Discutez entre amis, discutez en famille, pour que nous arrivions à trouver une solution. Il y a longtemps que nous ne nous sommes pas parlé. Parlons ensemble, échangeons. Ne laissons pas... J'aurais voulu que vous passiez ce dernier message en langue Téké. Peut-être que vous aurez mieux compris. Oui, tout à fait. Est-ce que le royaume a bien non, oui, les talbos. On lobe yo, mais tabimbila. Mais il y a bien people. Ando mansu na mo. Bien ma bunu ma wolmo. O comment na village ville ti on nje wa kunje ku non. Bien ma tan ando mo manje no dan mo. Buli bien be bala yo kale tsu. Bien ma katsu comme entre bien. Li ma bunu. Li ma tala. Nfuli li bien. Bulu bien le buli tsu njo yome. Li tsu njo an ko imba yome yiri yo. Mbura yeson ko ko karakara yowe. Comme njo yome yi bien mais. Au bonda bundiel me bien.
Hein? Voilà, bien, bien. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci, Monsieur Opiel Ebiata, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes historien et membre du collectif des Amis du Royaume Téké. Vous intervenez là sur la crise qui mine le Royaume Téké. Toutes les fois qu'il y aura des avancées dans ce dossier, n'hésitez pas de revenir, le plateau est libre. À vous aussi, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. La prière, vous la connaissez, c'est de liker, de partager nos émissions et de vous abonner pour ceux qui nous ont rejoints pour la première fois sur KELER TV. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Merci.